La nuit enveloppait le village d'Umuofia d'un silence lourd, oppressant, comme une couverture étouffante jetée sur les toits de chaume et les chemins de terre rouge. C'était une nuit de noces, la troisième pour Adana, la fille unique du chef, dont la beauté éblouissante semblait forgée par les dieux eux-mêmes. Pourtant, depuis 3 longues années, le lit nuptial de la jeune femme n'était plus qu'un hôtel de disparitions inexplicables. Car un homme ne s'évapore pas sans laisser de traces. Il abandonne toujours quelque chose, une lutte, une goutte de sang, une empreinte dans la poussière. Mais pas les époux d'Adana. Le premier, Obina, un lutteur renommé aux muscles d'airain, avait disparu dès la nuit de leurs épousailles traditionnelles. On n'avait retrouvé que son pagne froissé et la jeune mariée recroquevillée dans un coin, tremblante de terreur, les larmes inondant son visage. Le deuxième, Chic, un riche marchand venu de la ville, avait pris ses précautions. Il avait posté 4 gardes armés devant la chambre nuptiale. À minuit précis, les hommes avaient entendu un doux fredonnement mélodieux, presque envoûtant. Lorsqu'ils avaient enfoncé la porte, le marchand s'était volatilisé. Seule sa montre en or brillait encore sur l'oreiller. Ce soir-là, c'était la 3e union. Le fiancé était un prince orgueilleux et courageux d'une contrée voisine. Il avait juré haut et fort de vaincre le démon qui hantait la beauté d'Umuofia. Devant la porte de la chambre, le chef Okafo se tenait droit, un fusil à double canon chargé entre les mains, entouré de 10 guerriers robustes, prêts à intervenir au moindre bruit suspect. À l'intérieur, Adana était assise au bord du grand lit sculpté, les yeux gonflés par les pleurs, le cœur battant à tout rompre contre sa poitrine. Elle portait une robe blanche immaculée, symbole d'espoir fragile dans un monde qui semblait l'avoir condamnée. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Elle murmurait des prières aux ancêtres, suppliant qu'aucun mal ne frappe cet homme qu'elle n'avait même pas choisi. Puis, exactement à minuit, un souffle de vent glacial traversa les fenêtres pourtant bien closes. Il charriait un parfum écœurant de mangue trop mûr mêlé à l'odeur froide et humide des cendres. Les lampes à huile vacillèrent, projetant des ombres dansantes sur les murs, avant de s'éteindre brutalement. Le prince laissa échapper un hoquet, non de douleur, mais d'un étonnement mêlé d'une fascination étrange. Qui es-tu » murmura-t-il dans l'obscurité, la voix vibrante d'un mélange troublant de peur et de désir. « Ne regarde pas » hurla Adana en se couvrant les yeux de ses mains, le corps secoué de sanglots. Un bruit sourd retentit, comme une immense inspiration suivie d'un craquement sec. Dehors, le chef Okafo enfonça la porte d'un coup d'épaule. Ses hommes se ruèrent à l'intérieur, torchers et lampes électriques balayant la pièce. La chambre était vide, hormis Adana recroquevillée sur le sol, tremblant de tous ses membres. Le prince avait disparu. Sur le lit ne restaient que ses perles royales, intactes, comme un trophée moqueur. Le chef laissa tomber son fusil. Il s'effondra à genoux, le visage enfoui dans ses mains calleuses, pleurant comme un enfant perdu. La malédiction avait encore frappé. Adana était désormais connue sous le nom de « la mariée interdite ». Pendant une année entière, le village d'Umuofia évita la concession du chef comme s'il s'agissait d'un cimetière pestiféré. Les femmes, en lavant le linge au bord du ruisseau, murmuraient entre elles, les dieux l'ont maudite à cause de sa beauté. On dit qu'elle fut promise à l'esprit de la rivière avant même sa naissance. Tout homme mortel qui la touche est emporté dans l'au-delà. Les hommes, eux, ajoutaient à voix basse, ils ne meurent pas vraiment. Ils se transforment en crapauds qui coassent la nuit dans la cour du chef. Adana devint un fantôme dans sa propre demeure. Elle ne portait plus que des vêtements de deuil sombre, marchait tête basse, les épaules voûtées sous le poids d'une culpabilité qu'elle n'avait pas méritée. Elle n'avait aimé aucun de ces hommes d'un amour profond, mais elle portait le fardeau de leur disparition comme une plaie ouverte. Chaque nuit, elle revivait les événements, se demandant quel péché elle avait commis dans une vie antérieure pour mériter un tel sort. Son père, le chef Okafo, la regardait dépérir avec une douleur qui lui rongeait le cœur. Lui, le fier guerrier qui avait mené tant de batailles, se sentait impuissant face à cette malédiction invisible. Désespéré, humilié de voir son unique fille se consumer de chagrin, le chef fit une proclamation solennelle. Il envoya des crieurs dans tous les villages et villes environnants, au-delà du fleuve Niger. Il offrait la moitié de son vaste domaine, son plus beau troupeau de bétail et un coffre rempli d'or pur à quiconque aurait le courage d'épouser Adana et de survivre à la nuit de noces. La nouvelle fut accueillie par des éclats de rire tonitruants dans les bars à vin de palme. À quoi servira la moitié d'un domaine à un mort, raillaient les uns. Même si le chef m'offrait la banque centrale, je ne dormirai pas dans cette chambre maudite, répondaient les autres. Que l'esprit garde sa femme. Un mois s'écoula. L'or restait intact, personne n'osait se présenter. Adana suppliait son père d'annuler l'offre. « Laisse-moi partir dans un couvent lointain » implorait-elle, les yeux brillants de larmes. « Là-bas, je pourrai vivre en paix, loin des regards et des murmures. Je ne veux plus causer la mort de quiconque. » C'est alors qu'un après-midi torride, un étranger pénétra dans Umuofia. Il ne chevauchait pas un cheval blanc, ni n'arrivait en cortège de voitures luxueuses.
Il marchait simplement, vêtu d'une tunique simple en raffia tressée et d'un large chapeau de paille. Dans sa main droite, il tenait un long bâton de bambou lisse qu'il tapotait rythmiquement sur le sol sec. Tape, tape, tape. Les enfants interrompirent leur jeu pour le fixer. Les anciens, assis sous le grand baobab, cessèrent leur partie de dames. L'étranger s'arrêta au milieu de la place du village et releva la tête. Un murmure de stupeur parcourut la foule, sur ses yeux était noué un épais bandeau noir. Il était aveugle. « Bonjour à vous, peuple d'Umuofia », dit-il d'une voix calme et assurée. « Je m'appelle Ozoemena. Je suis chasseur dans les collines oubliées d'Enugu. J'ai senti l'odeur des ignames rôtis, mais aussi celle de l'or d'un homme désespéré. Je suis venu épouser la mariée maudite. » Un silence stupéfait tomba sur la place, aussitôt suivi d'un éclat de rire général. Un guerrier musclé nommé Jidena s'avança, essuyant des larmes d'hilarité. « Un aveugle ? Un aveugle veut affronter ce que des hommes aux yeux perçants n'ont même pas pu voir. Étranger, le soleil t'a ramolli le cerveau. Retourne d'où tu viens avant de tomber dans un puits ouvert. » Ozoemena ne broncha pas. Il s'appuya nonchalamment sur son bâton, un sourire fin et entendu aux lèvres. Il est vrai que mes yeux sont fermés à la lumière du soleil. Mais il est tout aussi vrai qu'un homme qui ne se fie qu'à sa vue se laisse facilement tromper par les ombres. Dis-moi, mon ami à la voix forte et au pas lourd, comment va la blessure à ton genou gauche? Jidena se figea. Comment sais-tu que j'ai une blessure au genou gauche? Parce que tu favorises ta jambe droite en marchant. Ton talon gauche traîne dans la poussière avec un léger retard. Et je sens l'odeur amère des feuilles de vernonia que tu as appliquées ce matin. Tu es un guerrier, pourtant tu caches ta douleur. Je suis aveugle, pourtant je vois la vérité. Maintenant, indique-moi la maison du chef Okafo, à moins que tu ne veuilles rester là à commenter ma cécité toute la journée. Les villageois restèrent bouche bée. Sans plus protester, Jidena guida l'étranger jusqu'à la concession du chef. Lorsqu'Ozoemena se présenta devant le chef Okafo dans la grande salle de réception, ce dernier le contempla avec un mélange d'espoir fragile et de profonde déception. « Tu es le chasseur qui veut réclamer la récompense? Mon fils, j'admire ton courage, mais je ne veux pas avoir la mort d'un homme handicapé sur la conscience. L'entité qui emporte les époux de ma fille est un monstre issu des cauchemars les plus sombres. » Ozoemena sourit doucement. « Un monstre n'est qu'un animal qui a oublié les bonnes manières. Chef, je chasse les animaux. J'ai traqué la panthère invisible de la forêt de Sambisa en écoutant le souffle de sa respiration. J'ai tué un python dans l'obscurité totale en suivant seulement la chaleur de ses écailles. Quoi que ce soit dans la chambre de votre fille, cela utilise une ruse. Et les ruses ne fonctionnent que sur ceux qui les cherchent du regard. » À cet instant, les lourdes portes en bois s'ouvrirent avec un grincement. Adana entra, vêtu d'une simple robe noire, la tête inclinée. Ozoemena tourna la tête exactement dans sa direction, comme s'il la voyait parfaitement. « Ah, la mariée? Je vous en prie, ne faites pas cela. Je ne veux plus porter une autre vie sur ma conscience. Vous semblez être un homme bon. Prenez des ignames, prenez de l'argent, et quittez cet endroit. Vous mourrez. » Ozoemena s'approcha lentement, son bâton tapotant légèrement le sol de marbre. Il s'arrêta à 2 pas d'elle. « Votre respiration est superficielle. Votre cœur bat vite. Vous portez le parfum du bois de santal, mais en dessous, je sens l'odeur salée et lourde d'une femme qui a pleuré toutes les nuits pendant minuit. Vous vous croyez empoisonné, Adana? Vous avez vu 3 hommes disparaître, et pourtant vous êtes toujours là, respirant, espérant malgré tout. Ce n'est pas du poison. C'est de la survie. » Adana fut saisie. Une larme roula sur sa joue. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Les hommes ne voyaient que sa beauté physique, ses hanches, ses lèvres, sa peau. Cet homme, incapable de voir tout cela, l'apercevait avec une clarté que nul n'avait jamais atteinte. « Je suis maudite », sanglota-t-elle doucement. Ozoemena esquissa un sourire chaleureux, désarmant, empreint d'un charme presque juvénile. « Et moi, je suis terriblement têtu. C'est une combinaison redoutable, qui signifie que nous pourrions nous entendre à merveille. Chef Okafo, préparez le festin de mariage. J'aime la viande de chèvre bien épicée. » Le mariage fut l'événement le plus étrange qu'Umuofia ait jamais connu. Il y avait tous les apparats d'une fête, tambours battants, flûtes mélodieuses, danseuses aux hanches ondulantes. Pourtant, l'atmosphère était celle d'un enterrement fastueux. Les villageois mangeaient le riz jollof et buvaient le vin de palme le visage sombre, jetant des regards apitoyés vers l'aveugle assis aux côtés de la radieuse mais terrifiée mariée. Ozoemena, lui, rayonnait d'une joie surprenante. Il plaisantait, complimentait les femmes sur le parfum de leurs huiles, mangeait avec un appétit qui stupéfiait tout le monde. « Pourquoi es-tu si joyeux? N'as-tu vraiment pas peur ?» lui demanda Adana à voix basse. « La peur est un outil utile, ma femme.
Mais la panique est une sentence de mort. Ce qui viendra cette nuit s'attend à une victime terrifiée. J'ai bien l'intention de le décevoir cruellement. À mesure que la nuit avançait, les tambours se turent. L'heure était venue. Le chef Okafo accompagna le couple jusqu'à la chambre nuptiale. Il serra Adana contre lui avec force, les larmes coulant sur ses joues ridées, puis se tourna vers Ozoemena et lui tendit une lourde machette en argent. « Prends ceci. Que l'esprit de nos ancêtres guide ta main. »« Gardez-la, chef, » répondit Ozoemena en tapotant son bâton de bambou. « Une épée dans les mains d'un aveugle n'est qu'un danger pour les meubles. J'ai apporté mes propres armes. » La porte fut refermée. Les lourds verrous de fer furent tirés de l'extérieur. Il n'y avait plus d'issue. À l'intérieur, l'air devint immédiatement lourd, chargé d'une tension palpable. Une grande lampe à huile projetait des ombres mouvantes sur les murs. Adana s'assit sur le lit, les genoux ramenés contre sa poitrine. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Maintenant, » répondit Ozoemena avec entrain, « nous redécorons. » À la grande stupéfaction d'Adana, l'aveugle détacha un sac en raffia de son épaule. Il se déplaça dans la pièce avec une agilité étonnante, sans trébucher une seule fois. Il se rendit aux quatre coins, sortit de petits pots en argile et les plaça sur le sol. Une odeur âcre et piquante envahit l'air, poivre alligator écrasé, soufre et cola séché. Ensuite, il déroula un long fil extrêmement fin et le tendit entre les montants du lit, la grille de la fenêtre, l'armoire et la poignée de la porte, formant une toile complexe. De minuscules clochettes en laiton y étaient attachées. « Vois-tu, Adana, j'ai écouté les récits de tes précédents maris, le lutteur, le marchand, le prince. Ils avaient tous une chose en commun, des yeux en parfait état. Ils se fiaient à ce qu'ils voyaient. L'entité ne les arrache pas de force, une lutte aurait fait du bruit, cassé des meubles, fait couler du sang. Non, elle les attire. Elle leur montre quelque chose de si fascinant, de si terrifiant ou de si désiré qu'ils sortent volontairement de cette pièce pour entrer dans la dimension spirituelle qu'elle ouvre. » Il acheva son piège et vint s'asseoir doucement à côté d'elle sur le lit. Sa main hésita un instant avant de se poser légèrement sur la sienne. Ses paumes étaient calleuses, marquées par des années de survie dans la brousse, mais son toucher était d'une douceur infinie. Elle utilise des illusions. Mais une illusion a besoin d'un public. Je suis un très mauvais public pour un spectacle visuel. Adana laissa échapper un son qui tenait à la fois du sanglot et du rire. Tu es fou. Tu es vraiment fou. C'est ce que disaient les villageois d'Enugu quand je leur ai annoncé que j'allais chasser la panthère qui m'avait rendu aveugle. L'as-tu tué? Je porte sa peau en ceinture. Puis, plus sérieusement, écoute-moi attentivement. Quand le vent soufflera et que la lampe s'éteindra, tu devras fermer les yeux. Ne les ouvre sous aucun prétexte, quoi que tu entendes. Bouge-toi les oreilles si nécessaire, mais garde les yeux clos. Me fais-tu confiance? Adana regarda le bandeau noir qui couvrait ses yeux. Une vague de chaleur inconnue l'envahit, une émotion qu'elle s'était interdite depuis longtemps, l'espoir. Je te fais confiance, murmura-t-elle. Les heures s'écoulèrent dans un silence presque religieux. Le village dehors était mort. Dans la chambre, on n'entendait que le tapotement régulier du bâton de bambou et la respiration synchronisée des deux époux. À minuit précis, la température chuta brutalement. Un froid surnaturel glaça jusqu'à la moelle des os. La flamme de la lampe vacilla violemment, vira au bleu maladif, puis s'éteignit. L'obscurité engloutit tout. Adana serra les paupières de toutes ses forces et plaqua les mains sur ses oreilles. L'odeur arriva ensuite, s'infiltrant sous la porte et par les fentes des fenêtres, écœurante, nauséabonde, mélange de mangue pourrie et de cendres froides et humides. Ozoemena se leva lentement, serrant son bâton à deux mains. Je me demandais quand tu te déciderais à apparaître. Tu es en retard. C'est impoli de faire attendre un marié la nuit de ses noces. Un son étrange résonna, non pas une voix unique, mais un chœur de centaines de murmures superposés, venant de partout à la fois. Qui ose s'adresser à l'ombre des bois, rugir les voix. Une lumière éthérée, surnaturelle, illumina le centre de la pièce. Si Ozoemena avait pu voir, il aurait contemplé une vision capable de rendre fou n'importe quel mortel. Un vortex de brume noire tournoyait, d'où émergeait une entité changeante, pure terreur en mouvement. Elle se transformait sans cesse, d'abord une femme d'une beauté envoûtante ruisselante d'or, puis un démon colossal aux yeux de braise, puis une montagne de diamants étincelants. Elle projetait les désirs les plus profonds et les peurs les plus enfouies du cœur humain, tendant son piège magique. Ozoemena resta parfaitement impassible, le regard vide fixé devant lui. « Tu fais quelque chose ? Parce que je t'entends te déplacer comme un rat dans un sac de maïs. Mais je te rappelle que je suis complètement aveugle. Donc tout ce spectacle visuel que tu as préparé, tu gaspilles ton énergie. » L'entité cessa ses transformations. La brume sembla se figer dans la confusion. Le vortex vacilla. Jamais elle n'avait rencontré une victime qui ne regardait pas, qui ne haletait pas,
qui ne tombait pas à genoux d'admiration ou de terreur. Tu ne vois pas, misérable? Je te sens, et franchement, ce n'est pas majestueux. As-tu déjà pensé à te baigner dans la rivière? L'odeur de mangue pourrie est vraiment démodée. Je préfère l'huile de coco. L'entité poussa un hurlement de rage absolue. La guerre psychologique avait échoué. Si la proie ne pouvait être attirée, elle devait être prise de force. Elle se jeta en avant. Mais en se déplaçant, sa forme éthérée frôla les fils fins tendus par Ozoemena. Ting, ting, ting. Les petites clochettes en laiton tintèrent sèchement, indiquant avec précision la position de la créature dans l'espace. Te voilà, sourit Ozoemena. Avec une vitesse fulgurante, il balaya l'air de son bâton de bambou. Le bâton, imprégné de l'huile sacrée de l'arbre ogi, frappa l'entité avec un craquement retentissant. L'arme était mortelle pour les esprits des royaumes inférieurs. L'entité hurla de douleur. Elle recula, renversant l'un des ponts en argile. Au contact du sol, le mélange de poivre et de soufre explosa en un nuage irritant pour les esprits. Mes yeux? Quelle sorcellerie est-ce là? Oh, pardon. Ça t'est entré dans les yeux? C'est terrible de perdre la vue. Je peux tout à fait compatir. Bienvenue dans mon monde. Aveuglée et brûlante, l'entité se débattait furieusement, déclenchant d'autres clochettes. Ting, ting, ting. Ozoemena dansait dans la pièce comme un maître d'orchestre, guidé uniquement par le son. Chaque tintement indiquait une cible. Son bâton s'abattait avec précision, crac. Smack. Whack. Celle-ci est pour le lutteur, cria-t-il en frappant violemment le flanc de l'entité. Celle-ci pour le marchand. Smack. Et celle-ci pour avoir fait pleurer ma belle épouse pendant 3 ans, sale intrus. Il bondit, tournoya avec une agilité terrifiante et abattit lourdement l'extrémité de son bâton à l'endroit où devait se trouver la tête de la créature. L'impact fut assourdissant. L'entité s'effondra en hurlant, la brume se dissipant. Un bruit de verre brisé en 1000 éclats retentit. Un dernier cri d'agonie fit trembler les fondations de la maison du chef. Un éclair blanc aveuglant illumina la pièce, suivi d'une implosion massive. Le vent s'arrêta net. L'odeur nauséabonde disparut, remplacée par la brise fraîche et pure de la nuit. Puis ce fut le silence absolu. Adana ôta lentement ses mains de ses oreilles, la poitrine haletante. Elle gardait les yeux fermés. Ozoemena? Murmura-t-elle d'une voix tremblante de terreur. Es-tu là? Un long silence, puis un soupir fatigué mais amusé. Ma chère femme, répondit la voix d'Ozoemena dans le noir, ce fut un combat acharné. Mais la prochaine fois, rappelle-moi de ne pas jeter mon seul bâton à travers la pièce. Je n'ai absolument aucune idée d'où je me trouve. Adana laissa échapper un cri de joie débordante. Elle ouvrit les yeux, se précipita hors du lit et se jeta contre la poitrine solide d'Ozoemena, nouant ses bras autour de son cou et pleurant à chaudes larmes contre son épaule. Il la rattrapa en riant doucement et l'enveloppa de ses bras forts. C'est fini, Adana. L'ombre est brisée. Le soleil du matin se leva sur l'horizon. Devant la chambre nuptiale, une foule immense s'était rassemblée. Tout Umuofia était là. Le chef Okafo se tenait devant, les yeux rouges et gonflés, entouré de ses guerriers. Ils avaient entendu les hurlements dans la nuit, le fracas assourdissant. Ils s'attendaient à récupérer une nouvelle fois des vêtements vides. D'une main tremblante, le chef ordonna de tirer les verrous. Les guerriers ouvrirent la lourde porte. La surprise fut totale. Assis tranquillement au bord du lit, Ozoemena, le bandeau toujours en place, croquait calmement une tranche de fruit. À ses côtés, Adana ne pleurait plus, elle rayonnait d'un sourire radieux, d'une beauté à couper le souffle. Bonjour, mes beaux-parents, lança Ozoemena d'un ton enjoué. J'espère que le petit déjeuner est prêt. Combattre les démons donne un appétit d'ogre. Et que quelqu'un dise au chef d'annuler sa récompense. Je garde l'or, et je garde définitivement la femme. Le village explosa en une folie de cris de joie, d'acclamations, de louanges et de larmes d'incrédulité. Le chef Okafo tomba à genoux, enlaçant à la fois sa fille et son nouveau gendre, pleurant bruyamment et remerciant les dieux et les ancêtres. Mais les miracles du matin n'étaient pas terminés. Alors que les célébrations commençaient, une agitation s'éleva aux portes de la concession. 3 silhouettes titubantes firent leur entrée, couvertes de poussière, l'air hagard et profondément désorienté. C'était le lutteur Obina. C'était le marchand chic. C'était le prince. Lorsque l'entité avait été détruite, sa prison spirituelle s'était effondrée, libérant les époux enlevés et les ramenant dans le monde physique, en plein milieu des champs de manioc du village. Ils n'avaient aucun souvenir des années écoulées. Pour eux, il ne s'était écoulé qu'un clignement d'yeux. Le prince, époussetant sa robe royale, s'avança d'un pas indigné vers le chef. « Chef, qu'est-ce que cela signifie? Où est ma fiancée? Quelqu'un a éteint les lumières et m'a poussé dans un buisson. » Avant que le chef ne puisse répondre, Ozoemena sortit sur la véranda, s'appuyant sur son bâton de bambou retrouvé.
Ah, les braves hommes du passé. Soyez les bienvenus sur la terre des vivants. Je vous offrirai bien un siège, mais comme vous le voyez, la place de Marie est définitivement occupée. Le prince foudroya l'aveugle du regard. Et toi, qui es-tu? Adana s'avança et glissa tendrement sa main dans celle d'Ozoemena. Il est mon mari. Le seul homme qui m'a vu clairement dans l'obscurité. Le village organisa un festin qui dura 7 jours et 7 nuits. L'histoire du chasseur aveugle qui avait vaincu la tisseuse d'ombre se répandit comme une traînée de poudre à travers tout le pays, devenant une légende contée autour de chaque feu de camp. Et depuis ce jour, à Umuofia, on raconte que la véritable force ne réside pas toujours dans les yeux qui voient, mais dans le cœur qui écoute, dans l'esprit qui refuse d'être trompé, et dans l'amour qui ose défier les ténèbres. Que cette histoire vous rappelle que même dans les nuits les plus sombres, un pas courageux, guidé par la foi et l'intelligence, peut briser les chaînes les plus anciennes et ramener la lumière là où régnait la peur.